passer d'un chiffre d'affaires annuel de 0 à un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard de dollars en moins de 10 ans. Waouh! Et ça, c'est Zappos. Zappos l'a fait. Zappos, c'est un site de e-commerce spécialisé dans les chaussures. Ils vendent aussi, aujourd'hui, ils se sont diversifiés, ils vendent d'autres accessoires de mode. Et donc, ils ont été fondés en 1999 et ils ont franchi la barre du milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel en 2008. J'ai bien dit dollars américains, ça veut dire que 1 milliard, ça fait 500 milliards de francs CFA de vente en un an. C'est une belle performance. Et cette performance n'aurait pas été possible sans l'incroyable entrepreneur Tony Hsieh. C'est un entrepreneur américain d'origine asiatique. Et il a écrit un livre en 2013. Le livre est disponible sur Amazon, je vous le recommande. C'est un livre qui m'a été prêté par un autre ami entrepreneur et très bien écrit, très facile à lire. Et quand j'ai lu ce livre, moi, il y a 5 points qui m'ont parlé, on va dire. C'est ces 5 points-là que j'ai décidé de vous partager dans cette vidéo, en espérant que ça va vous inspirer dans votre vie d'entrepreneur, dans votre vie de start-upper. C'est parti, on y va! Moi c'est Ola, l'entrepreneur, bienvenue sur ma chaîne où on parle de création de valeur en Afrique et d'entrepreneuriat. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche dès maintenant. Donc, petite présentation d'abord de Tony, tonton Tony. Alors, il est né en 1973 dans l'état de l'Illinois, c'est l'état où il y a Chicago. Et il a toujours été bon à l'école, il a fait des bonnes études, il est allé à Harvard. Et lorsqu'il est sorti de Harvard, il a trouvé un boulot à Oracle. Il est resté 5 mois à Oracle, il s'est ennuyé et il a dit je vais créer une boîte, une première start-up qu'il a créée donc avec un ami à lui ils étaient à Harvard ensemble en fait. Et c'était dans la fin des années 90. Ils ont travaillé sur la boîte pendant 3 ans à peu près et ils ont réussi à la revendre à Microsoft en 1999 pour un montant de à peu près 230 millions de dollars. À l'époque, Tony avait 25 ans, 26 ans. Hey, tonton Tony, il est fort, il est fort. Le principe de la boîte, rapidement, la boîte s'appelle Link Exchange. C'était juste un réseau de sites web qui s'échangeaient des publicités entre eux. Donc, c'était basé sur de la publicité. Est-ce que ça a inspiré les Google AdSense et tout? C'est un autre débat, je n'en sais rien. Donc, après cette première aventure entrepreneuriale, Tony, il s'est lancé ensuite dans un fonds d'investissement. Il a créé son fonds d'investissement en fait. Ça s'appelait Venture Frogs. Il l'a créé à San Francisco et il a commencé à investir dans des boîtes. Il a vu que ça lui plaisait pas plus que ça et qu'il était en train aussi de petit à petit écouler son argent parce qu'il avait beaucoup d'argent. Et finalement, il s'est dit, c'était en 2000, il s'est dit qu'il allait rejoindre opérationnellement une boîte dans laquelle il avait investi 1 an auparavant. Cette boîte-là, c'est Zappos. Zappos qui a été créé en 1999 par un entrepreneur qui s'appelle Nick Swinburne. Il vient d'Angleterre, je ne prononce pas bien. Et donc, en 2000, tonton Tony, il a rejoint la boîte en tant que co-CEO à côté de Nick. Donc voilà, la boîte allait pas bien, il fallait sauver la boîte. Tony n'avait pas envie de voir la boîte mourir et c'est comme ça qu'il s'est investi et que quelques années après, en 2009, ils ont fait un mariage avec Amazon. Amazon a fait une acquisition valorisée à 1,2 milliard de dollars américains et Amazon est devenu le seul actionnaire de Zappos. Donc Tony et les fondateurs ils ont toujours leur part. Mais en fait, il y avait un autre fonds d'investissement et d'autres directeurs qui ont été éjectés pour faire la place à Amazon. Et jusqu'à aujourd'hui, Amazon et Zappos travaillent ensemble. Donc, maintenant que j'ai dressé un peu le topo, et on sait que Tony, c'est un bon, tonton Tony, je vais un peu vous rentrer dans les 5 points qui m'ont personnellement marqué. Allez, première partie. La quête du bonheur, c'est très important pour Tony, c'est un sujet sous-jacent de son livre du début à la fin. D'ailleurs, à la fin du livre, il invite le lecteur à faire une introspection et à se demander qu'est-ce que ça veut dire le bonheur pour vous, pour toi. Alors, il découpe ça en 3 parties.
Lui, d'après son parcours et d'après tous les livres qu'il a eu, les discussions qu'il a eues, pour lui, ça se découpe en trois parties. Le bonheur, premièrement, c'est sur le court terme, le plaisir. Le plaisir ou l'argent, lorsqu'on parle d'entreprise, de profit, etc. Euh, il dit que c'est la forme de bonheur qui dure le moins longtemps. En deuxième partie, il dit que c'est le bonheur moyen terme, c'est la passion. La passion, c'est la conjonction de l'engagement, quand on est engagé dans quelque chose, mais en même temps, il y a du flow. Le flow, c'est un état dans lequel on est quand le temps s'arrête. Lorsqu'on est tellement passionné par quelque chose qu'on ne voit plus le temps passer, tout ce qu'il y a autour de nous n'a plus vraiment d'importance. On est dans un état de paix, mais en même temps un état de productivité avancée, de créativité, et où en fait on s'exprime, on est bien en fait, c'est une forme de bonheur en fait. Et la troisième forme de bonheur dont il parle, c'est la forme la plus importante, la forme long terme, et il appelle ça c'est le but, le purpose en anglais. Et il dit que lorsqu'on trouve son but, c'est bon, on est heureux. Et le but, ça consiste à avoir l'impression, le sentiment qu'on fait partie de quelque chose qui nous dépasse. Et on accomplit une mission pour laquelle on est sur Terre en fait. On accomplit notre mission et il dit qu'il faut travailler dessus dès le début parce qu'en général, les gens sont très focalisés sur le court terme, les petits plaisirs. Ah, je vais m'acheter une voiture. Ah, je vais aller gagner beaucoup d'argent. Je vais faire ci. Mais qu'il faut vraiment faire l'introspection et travailler sur qu'est-ce que ça veut dire pour soi d'être heureux, être vraiment heureux sur le long terme. Alors si je donne des petits exemples, on peut donner l'exemple de Tony lui-même parce que il en parle. Il dit que pour lui, au début, le bonheur, donc ça a commencé par l'argent. Il avait besoin de l'argent, il a toujours voulu faire beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il est parti à Oracle parce qu'Oracle payait bien. C'est pour ça que il s'est retrouvé multimillionnaire à 25 ans, 26 ans lorsqu'il a revendu sa première boîte Link Exchange à Microsoft. Donc, et il s'est rendu compte après quelques folies, quelques dépenses, il a invité tous ses amis sur un yacht, il a acheté des maisons, il a acheté un immeuble à San Francisco et tout. Il s'est rendu compte que c'est pas ça qui le rendait heureux. Ensuite, deuxième partie, la passion. Il s'est rendu compte que ce qui le passionne, c'est de construire des choses avec une équipe autour de lui qui partage les mêmes valeurs en fait, et d'avoir cette adrénaline, cette excitation de relever un challenge, de prouver que les autres qui ont dit que ça va pas marcher là, de prouver qu'ils avaient tort, et puis de construire quelque chose de grand, de quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et c'est cette passion là qui lui a permis d'être heureux lorsqu'il a développé Zappos, de 2000 jusqu'à 2009 où Amazon est rentré dans leur capital, et jusqu'à même 2020 parce qu'en fait il est resté CEO de Zappos jusqu'au 24 août 2020. Donc il est toujours aussi passionné. Et ensuite, la troisième forme de bonheur, c'est la forme de bonheur long terme, le but dont je parlais. Pour lui, pour Tony, il s'en est rendu compte après que Zappos ait une certaine taille, un certain impact, qu'on a commencé à l'inviter pour aller parler devant des conférences, et 1000 personnes, 2000 personnes. Et il s'est rendu compte qu'il avait une réelle influence et qu'il était en train un peu de changer le monde. Parce que effectivement, avant Zappos, il y a des gens pour qui le service client c'était une fonction support, une fonction qui n'était pas centrale, c'était pas important. Avant Zappos, la notion de culture d'entreprise, elle n'était pas aussi poussée que ça. Et lui, c'est vraiment un apport qu'il a fait et dont il est fier. Et il est fier d'influencer aujourd'hui tous ces entrepreneurs-là, toutes ces personnes-là qui montent des business parce qu'il pense que c'est sa manière de contribuer et de faire que la Terre soit un meilleur endroit. Parce qu'en fait, lorsque l'avantage de suivre les conseils de Tony, c'est que quand tout se passe bien, ça permet d'avoir non seulement une entreprise où les employés sont heureux, mais les clients sont heureux, les fournisseurs sont heureux, les partenaires sont heureux, les investisseurs sont heureux, tu es heureux, tout le monde est heureux. Deuxième partie. Alors, cette partie-là, ça consiste à dire qu'il faut toujours garder
les fonctions clés de l'entreprise en interne. Et pour ça, il faut bien comprendre son métier et bien comprendre tous les enjeux. Ce que Zappos a fait en 2002, c'est que suite à un petit pivot dans leur business model, ils ont décidé de sous-traiter leur logistique. Ça veut dire qu'ils étaient à San Francisco, ils avaient pris un petit entrepôt où ils stockaient en fait des chaussures et ils préparaient les commandes et ils expédiaient à partir de leur entrepôt à San Francisco. Ça leur causait quelques petits problèmes et ils ont été démarchés par une entreprise qui s'appelle e-Logistic, qui était basée dans le Kentucky, au centre des États-Unis, qui leur a vendu du rêve et qui leur a dit c'est bon, on s'occupe de la logistique pour vous. Zappos, ça les arrangeait, ils ont dit on y va. Sauf que le problème, c'est qu'une entreprise de e-commerce, on sait que la logistique, ça fait partie de tes fonctions clés en fait. Surtout quand tu es très focus sur ton client et que tu veux maîtriser les délais de livraison pour tes clients. Donc c'était une erreur. C'était une erreur et ça s'est avéré catastrophique parce que rien qu'au déménagement, lorsqu'ils ont déménagé l'entrepôt là, de San Francisco jusqu'au Kentucky, ils ont fait venir 4 camions. Ils ont chargé les 4 camions pleins. Sauf qu'au Kentucky, quand c'est arrivé, il n'y a que 3 camions qui sont arrivés. Il y a un camion au milieu du chemin, il est tombé, il s'est renversé. Ils ont perdu toutes les chaussures, ils ont perdu pour 500 000 $ de valeur de chaussures. À l'époque, 500 000 $, c'était beaucoup pour eux. Et quand il fallait appeler les clients, leur dire que oui, bon, votre chaussure a été perdue au milieu des États-Unis, on ne va pas pouvoir vous livrer. Le client, il dit, mais vous vous foutez de moi? Je vais vous dénoncer. Tu vois, c'est des problèmes. Ensuite, quand ils ont installé les choses avec e-Logistic Kentucky, dans le Kentucky là-bas, ils se sont rendus compte que leur prestataire e-Logistic ne faisait pas l'entreposage et le rangement des chaussures le jour même. Ça veut dire qu'en fait, il y avait des palettes de chaussures qui arrivaient. Donc imaginons, ils commandent des chaussures, il y a Nike qui livre, il y a Timberland qui livre. Les palettes de chaussures restent devant l'entrepôt pendant 3, 4, 5 jours. C'est seulement là qu'il faut rentrer les palettes, ils dépalettisent, ils rangent les chaussures sur les racks et c'est prêt pour la préparation de commande et l'expédition. Sauf que tu augmentes ton délai de livraison et c'est catastrophique en fait pour tes clients. Et même le petit délai où en fait les chaussures sont dehors et elles ne sont pas enregistrées, elles n'ont pas été flashées pour être enregistrées dans le système d'information pour dire qu'on sait que la chaussure est bien à tel endroit, et ben ça crée une petite période où tu es dans le flou, tu sais pas où sont les chaussures en fait. Et ça c'est pas bon quand le client il demande des informations, quand le client il demande des renseignements, tu sais pas finalement est-ce que la chaussure elle est en stock ou pas. T'as pas l'information. Du coup, Zappos, ils ont rattrapé le coup, ils ont pris leurs responsabilités, les gens sont partis là-bas. Il y a une petite anecdote dans le livre qui est sympa. Il y a quelqu'un qui s'appelle Keith, le CEO, Tony l'appelle, un des associés de Tony, il l'appelle, il lui dit tu dois partir à Kentucky tout de suite. Le gars est parti, il n'avait pas de caleçon, c'est quand il est parti là, il a appelé quelqu'un en route pour dire oui s'il te plaît j'ai laissé mon chien à la maison là, est-ce que tu peux passer, tu t'occupes de mon chien, tu lui donnes à manger. Et il s'est retrouvé à rester dans le Kentucky là-bas plusieurs semaines, plusieurs mois pour gérer justement tous les problèmes qu'ils avaient avec leurs sous-traitants. Bref, finalement ils ont réussi à aménager un autre entrepôt, toujours au milieu des États-Unis, bien situé, pas loin d'un centre de tri, un hub UPS. Donc ils travaillaient en étroite collaboration avec UPS et puis ils ont rattrapé le coup. Et ça a failli être fatal pour eux quand même. Après, ils n'ont pas fait la même erreur deux fois parce qu'il y a eu la même question qui s'est posée avec leur call center. À un moment donné, il y avait trop d'appels entrants et tout. Ils ont regardé du côté de l'Inde, ils ont regardé du côté des Philippines pour externaliser leur call center. Finalement, ils ne l'ont jamais fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tout le monde à San Francisco. Ils ont déménagé tout le monde à Las Vegas parce que Las Vegas, c'est une ville où il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine des call centers, les services clients et tout. Et donc, ils arrivaient à recruter facilement et à monter leur équipe en interne. Ils ont tout gardé en interne et ils ont géré comme ça. Voilà, la morale de l'histoire, c'est que faites attention aux fonctions que vous externalisez. Troisième partie. Alors, cette partie-là, c'est la partie où on dit qu'il faut toujours améliorer l'expérience client.
quel que soit le coût. Quel que soit le coût. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Lorsqu'on est dans le game des startups où on doit croître ou mourir, là, il faut prendre les décisions pour croître, même si ça coûte cher. Et j'ai trouvé ça très courageux dans les anecdotes de Zappos, parce qu'entre 2000 et 2004, ils étaient dans une situation très compliquée. En 2004, ils ont eu un fonds d'investissement qui a injecté 34 millions ou 35 millions de dollars. Donc ça leur a donné un peu de souffle. Mais avant 2004, c'était très compliqué. Donc, malgré le fait que c'était compliqué, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On réduit les coûts, ils ont réduit au maximum. S'il fallait virer des gens, ils ont viré quelques personnes. Ils ont diminué les salaires. Il y a des fois où, au lieu de payer les gens, ils leur donnaient des parts dans la boîte au lieu de les payer. Ou ils demandaient aux gens aussi de, est-ce qu'on peut couper ton salaire? Ceux qui ne voulaient pas, ben, ils partaient. Donc c'était vraiment chaud, quoi. Et ils ont aussi coupé le budget marketing. Parce qu'au début, ils étaient très agressifs sur le marketing. Aussi pour prouver qu'ils étaient sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de partenaires, les vendeurs de chaussures, les marques de chaussures qui ne les prenaient pas au sérieux. Donc ils faisaient des grandes campagnes avec des grandes affiches et tout. Donc ils ont arrêté tout ça. Donc maintenant, tu es dans une situation où ça va pas, tu rentres pas assez d'argent et tout. Il faut continuer à grandir en fait. Comment tu vas faire? Donc tu regardes dans ton modèle et tout, dans ton offre, qu'est-ce que tu peux améliorer? Et ils se sont rendus compte qu'en fait, si ils arrivaient, au lieu de faire du dropshipping, parce qu'ils faisaient que du dropshipping, donc par exemple en 2000, ils ont fait 1 600 000 $ de chiffre d'affaires uniquement en dropshipping, ils se sont dit, si en fait on crée notre propre stock, on loue un entrepôt et on met des gens, on gère notre entrepôt, on expédie rapidement les produits et tout, on peut grandir, on peut convaincre les clients à avoir plus de clients. Ça coûte de l'argent de faire ça. Tu as des galères d'argent, tu sais pas et tout. Et ben, ils ont quand même pris le courage, ils ont pris la décision, ça a marché. En 2001, ils ont multiplié leur chiffre d'affaires, ils ont fait 8,5 millions de chiffre d'affaires. Et en 2002, ils ont fait 32 millions de chiffre d'affaires. Donc ça a marché. Une autre chose qu'ils faisaient, qui leur coûtait de l'argent, lorsqu'ils expédiaient les produits comme ça, là, ils disaient aux gens, vous ne payez pas la livraison gratuite. Et aussi, ils disaient aux gens, si vous recevez la chaussure, vous l'essayez, ça ne vous va pas là, vous nous retournez la chaussure gratuitement aussi. Donc ils avaient un gros taux de retour. Ça leur coûtait beaucoup d'argent. Mais ils ont fait quand même. Ils auraient pu dire, non, on n'a pas d'argent, ça nous coûte de l'argent, on coupe. Ils n'ont pas coupé parce qu'ils savent que ça touche à l'expérience client. Ils voulaient que les clients reçoivent leurs chaussures rapidement et que les clients puissent retourner la chaussure rapidement. Ils avaient même des délais de retour de 365 jours. Ça veut dire que si au 300e jour, tu veux retourner la chaussure, tu peux. Non, c'est des fous. Ça leur coûtait de l'argent, ils l'ont fait quand même. Et ça leur a aidé à quand même continuer la croissance. L'autre décision qu'ils ont prise, qui leur a coûté de l'argent et qu'ils ont eu le courage de prendre, c'est qu'en 2002, ils regardent le chiffre d'affaires, ils voient qu'ils ont fait 32 millions. Dans les 32 millions, ils se rendent compte qu'il y a 8 millions, c'est du dropshipping. Le reste, les 24 autres millions, c'est les chaussures qu'ils stockent eux-mêmes. Qui stockent eux-mêmes dans leur entrepôt et tout. En 2002, comme j'ai dit tout à l'heure, ils avaient stocké avec e-logistique, ça n'a pas marché, ils ont repris. Bref, c'est les chaussures qui étaient dans leur inventaire. Mars 2003, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté le dropshipping. Ça veut dire qu'en fait, ils savaient qu'il y avait 25% de leur chiffre d'affaires qui venait du dropshipping et ils ont décidé de arrêter complètement zéro pour une seule raison, parce qu'ils ont dit l'expérience client sur le dropshipping n'est pas bonne. Donc on préfère laisser quoi. On préfère laisser 8 millions de dollars comme ça là, qui auraient pu devenir 15, 20, 30, on ne sait pas. Ils ont laissé ça parce que c'était pas bon pour l'expérience client. Ils ont pris la décision en mars 2003. On arrive fin 2003, chiffre d'affaires de l'année 2003, 70 millions de dollars. Donc ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par plus de 2. Et ils ont continué à grandir comme ça. Donc j'ai trouvé vraiment ça. Ils étaient prêts à tout. Et ils étaient tellement prêts à tout qu'il y a des petites anecdotes que tonton Tony donne. Où il dit que de toute façon, lui, en 2001 comme ça, lorsqu'ils ont décidé de passer sur le mode d'un inventaire en propre, donc mettre en place leur propre entrepôt, stocker
assumer les coûts de stockage, assumer le fait que comme c'est toi qui stocke, il faut que tu payes, il faut que tu achètes la chaussure en fait. Il faut que tu achètes la chaussure, donc il faut que tu gères ta trésorerie pour acheter la chaussure avant qu'elle soit revendue derrière, etc. Bref, Tony, lui, il était en train de vendre tous ses biens. C'est-à-dire que là, tu parles de quelqu'un qui était multimillionnaire. Il était en train de vendre, il avait un immeuble, il a vendu tous ses appartements dans l'immeuble, il mettait dans la boîte. À un moment donné, il lui restait un appartement là. Il a vendu ça au dernier moment, c'est ça qui leur a permis de débloquer un problème et tout ça. À un moment, il était fauché en fait. Il était fauché parce qu'il a tout mis dans la boîte. Et donc, peu importe les coûts, ils étaient prêts à tout pour améliorer l'expérience client. Quatrième point, alors, c'est la pipeline, c'est-à-dire le vivier de compétences. En fait, il s'agit de mettre en place des formations, un lot de formations internes, des formations, c'est comme de la formation continue accessible aux employés de Zappos, et ça permet en fait de s'assurer que les compétences restent toujours dans l'entreprise, pas que des employés partent et que les compétences partent avec. Et ça permet aussi de respecter une des 10 valeurs de Zappos, qui est cette valeur-là, c'est grandir, apprendre et grandir. Donc c'est très important pour la culture, ça fait partie de la culture de Zappos. Et donc l'idée c'est que dans chaque département il y a des formations. Ces formations-là, ça permet aux gens, aux personnes qui sont dans le département d'accéder plus facilement à des promotions. Et il y a aussi des formations qui sont accessibles à tous les départements et pareil, qui sont importantes si jamais il y a un employé qui veut évoluer dans la boîte, progresser. C'est fortement recommandé qu'il ait fait un maximum de formations ou au moins certaines formations spécifiques. Donc, par exemple, dans le cas du département des acheteurs, quand quelqu'un rentre, il rentre d'abord en tant qu'assistant, il fait assistant merchandiser. Bon, c'est les gens qui font en sorte que les produits soient bien positionnés, bien visibles et tout, sur le site. Et ensuite, il peut être promu un assistant acheteur senior et après, au-dessus, direction, tout ça. Et donc, pour ce faire, par exemple, au sein de ce département-là, il y a certaines formations qu'il faut accomplir. Après, il y a aussi la possibilité d'avoir des progressions horizontales. Ça veut dire quelqu'un qui commence par exemple au département par exemple des acheteurs et puis qui a envie de partir au service client ou envie de partir à la logistique, c'est aussi possible. Et pour ça, il y a certaines, pareil, c'est des formations qu'il faut toujours faire. Parmi les formations générales qui sont accessibles à tout le monde, il y a notamment, sur des thèmes vraiment divers et variés, il y a notamment des formations sur le leadership, formations sur le coaching, la gestion du temps, la gestion du stress, grammaire, orthographe, l'introduction à la finance, etc., etc. Plein de choses comme ça. Donc voilà, c'est toujours dans l'idée de faire progresser les employés et de permettre à tout le monde de monter en compétences. Cinquième partie, alors c'est la culture. La culture chez Zappos, c'est central, c'est très important. Pour Tony, c'est le truc le plus important. Pour Patty McCord aussi, pour Patty McCord qui a travaillé chez Netflix, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur la culture chez Netflix. Donc en tout cas pour Tony, lui, c'est la chose la plus importante dans une entreprise, c'est la culture. Il a réussi à cristalliser la culture chez Zappos en 10 valeurs. Je ne les connais pas toutes par cœur, mais parmi ces 10 valeurs, on a notamment créé un effet wow. L'effet wow, c'est quand vous surprenez quelqu'un de manière positive en faisant un effort que vous n'êtes pas obligé de faire et que vous créez un petit instant de bonheur chez cette personne-là. Ça peut être un client, ça peut être quelqu'un d'autre, chez les gens de manière générale. Donc déjà l'effet wow. Deuxième que je peux vous dire, ils sont par exemple être créatifs et ouverts d'esprit, pour eux ça fait partie de leurs valeurs. Être humble, l'humilité, ça fait partie de leurs valeurs. S'amuser et être un peu bizarre. Ils mentionnent le un peu bizarre, ils disent que c'est important. Voilà. Et d'autres valeurs, je vais mettre les 10 valeurs en commentaire parce que je ne les connais pas toutes par cœur. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez et voilà, laissez un commentaire.
Maintenant, par rapport à la culture, en fait, Tony, lui, il a eu une expérience personnelle avec sa première boîte Link Exchange qu'il a revendue à Microsoft donc à la fin des années 90. Et en fait, avant la revente, il était déjà plus heureux dans cette boîte-là qu'il avait créée avec un ami à lui, parce que la manière dont c'est parti, ils étaient très jeunes, ils ont démarré à deux, ils ont invité d'autres amis, ils ont recruté d'autres amis lorsqu'ils ont commencé à lever des fonds, gagner de l'argent, d'autres amis de Harvard qui étaient avec eux, donc ils étaient tous un peu dans le même état d'esprit, le même délire, la même culture en fait, et l'entreprise a continué à grandir. Et en fait, lorsque Link Exchange a commencé à recevoir des offres pour être vendu, ben en fait, ils avaient tellement grandi, ils avaient dépassé la centaine d'employés, etc. Tony, il était perdu parce qu'il se retrouvait à avoir des employés. Déjà, il connaissait pas tout le monde, et puis après, il se rend compte que il y a des gens qui sont pas avec qui il aurait jamais travaillé en fait. Des gens avec qui il n'avait pas les mêmes valeurs, ils étaient pas du tout, ils partageaient pas le même état d'esprit, et ça l'a beaucoup dérangé, et ça fait que même il avait du mal à se lever le matin pour aller travailler parce qu'il avait plus envie en fait. Donc il n'a pas voulu se retrouver dans la même situation chez Zappos. Donc relativement tôt, déjà je crois que c'est vers 2003, il a lancé en interne un sort de petit projet qui consistait à demander à tous les employés à exprimer par écrit ce que représentait la culture Zappos pour eux. Donc les employés se sont prêtés au jeu, chacun a dit un peu, et puis c'est là, à partir de là, ils ont sorti un petit livre, ils appellent ça le Culture Book, et à partir de ce livre-là, ils ont affiné, et ils ont réussi à résumer tout en fait en 10 valeurs, et c'est ces 10 valeurs-là qui ont porté Zappos après jusqu'à aujourd'hui, et qui leur ont permis de grandir, d'avoir leur forte identité, etc. Ce que Tony dit, c'est que ils ont imprimé en fait cette notion de culture dès le recrutement, c'est très important. Ça veut dire que quand quelqu'un veut travailler chez Zappos, il a deux séries d'interviews. Il y a une série d'interviews avec bien sûr l'opérationnel, par exemple si c'est pour un poste d'informaticien, il va aller voir l'équipe de développeurs, l'équipe d'informaticiens. On va tester ses compétences en programmation, est-ce qu'il sait coder en Python, en PHP, etc., etc. Et ensuite, il y a la deuxième série d'interviews où en fait là, il voit les gens du service RH et il voit aussi d'autres personnes de l'entreprise, et on teste uniquement est-ce que les 10 valeurs de Zappos là, est-ce que la personne vit ces valeurs-là au quotidien, est-ce qu'il est d'accord avec ces valeurs-là, est-ce qu'il pourra les intégrer. Et ils disent que les valeurs là, c'est plus important que les compétences, et en fait, ils sont capables de trouver quelqu'un de ultra compétent avec de l'expérience, quelqu'un qui peut vraiment apporter une valeur ajoutée rapidement à l'entreprise. Mais si jamais ils ne rentrent pas dans les valeurs là, ils ne rentrent pas dans la culture, ils ne le prennent pas. Un truc simple, par exemple, parmi leurs valeurs, tout à l'heure je disais, il y a l'humilité. Quelqu'un qui est très fort, s'il n'est pas humble, ils ne vont pas le prendre. Donc voilà, ils sont vraiment, c'est un peu des terroristes de la culture, c'est des extrémistes. Et une petite anecdote que Tony a dit, que j'ai trouvé intéressante, c'est que lorsqu'ils ont déménagé à Las Vegas en 2004, ils se sont retrouvés en fait à une start-up qui était vers San Francisco, à se retrouver à Las Vegas au milieu du désert, où il n'y a rien à faire en fait à part aller au casino, mais il y a beaucoup de gens de l'entreprise qui en fait ils ont laissé leurs amis à San Francisco, ils ont laissé leur famille, et du coup leurs amis, leur famille, c'est devenu Zappos en fait. C'est-à-dire que tu finis le boulot, tu descends à côté boire un verre ou aller, tu pars au resto, tu pars avec tes collègues de Zappos. Et du coup ils sont tout le temps ensemble, ils étaient tout le temps ensemble, et ça accélère beaucoup le processus de construction de culture justement, et aussi ça permet de progresser dans le boulot, parce que finalement les gens ils se voient au boulot tout le temps. Quand ils se retrouvent, même quand c'est pas les heures de boulot, il est 21h, ils sont en train de manger des burgers, tu penses qu'ils vont parler de quoi? Ils vont parler du boulot, même sans faire exprès en fait. Et il dit qu'il y a beaucoup de problèmes comme ça qu'ils ont résolus en dehors des heures de travail, parce qu'ils étaient là, ils étaient au bar, ils sont une dizaine, ils discutent d'un problème, et bim, il y a une idée qui sort en fait. Il y a une idée qui sort, et puis ils résolvent des problèmes comme ça. Donc le fait d'avoir bougé justement à Las Vegas là,
c'était un bon move. Maintenant, je dis pas qu'il faut forcément prendre, si vous avez une start-up, aller bouger au milieu du désert et enfermer tout le monde. Mais en gros, le message, c'est que le plus d'interactions les employés ils ont, des interactions qui sont en dehors du contexte professionnel, le mieux c'est quoi. On arrive à la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vais vous laisser des petits liens en commentaire pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a notamment un site qui s'appelle Delivering Happiness. Il y a le site de Zappos. Sur YouTube, il y a des vidéos de Tony Hsieh. Il y a pas mal de choses qui vous permettent d'aller plus loin. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce, laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.